vont être pareillement marqués par cette importance de comprendre que ce n'est pas une nature de l'homme qui ferait que, voilà, à l'Aristote, on se met ensemble parce qu'on est en société, on a besoin de société, naturellement, rationnellement, on est social. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faits sociaux déterminés par justement des faits sociaux, enfin, par eux-mêmes en fait. Et c'est exactement ce qu'il dit, je crois que c'est la troisième règle. Il ne faut comprendre les faits sociaux qu'à partir d'eux-mêmes et non plus à partir d'une naissance de l'homme qu'on chercherait à déterminer style Schopenhauer et par Capit, quoi. En fait, voilà, c'est les grandes leçons de la sociologie. Excuse-moi de je complète un petit peu avec donc pour le subjectivisme, donc on étudie plutôt, on cherche à comprendre l'individu et en ce qu'il est acteur dans une société, avec des fins propres, des objectifs qui lui sont propres, des volontés propres. En revanche, dans l'objectivisme, l'individu est plutôt le résultat de lois, de schémas externes. Des schémas que l'on peut appeler par exemple des idéologies, des doctrines également. C'est bien sûr, là vous savez, la critique de Marx. Mais chez Weber aussi, et c'est là qu'il y a des points communs entre les deux et qu'il faut nuancer un peu l'opposition, on retrouve une notion d'idéal type. C'est comme ça qu'il l'appelle. Par exemple, pour lui, l'esprit du capitalisme est un idéal type que l'on observe dans les individus. Une construction préexistante à l'individu. Donc il ne nie pas qu'il y a des facteurs externes à la construction d'un individu. Et il y a aussi là-dedans une part d'explication et plus seulement de compréhension dans l'approche de Weber. Bourdieu, qui est un autre des grands penseurs sur lesquels j'aimerais revenir, semble a priori plus durkheimien et plus objectiviste, puisque il pense, il affirme que les normes et les contraintes sociales objectives déterminent les conduites individuelles, mais il a aussi une compréhension des motivations propres des individus. Donc il fait en quelque sorte la synthèse de cette opposition séculaire entre Durkheim et pour lui, il y a une nécessité dans la conduite d'une croyance sociale qui détermine l'individu. Et pour comprendre l'intérieur, il faut comprendre l'extérieur. Il couple les deux analyses. Et il ne cherche pas à opposer justement déterminisme et liberté, qui sont deux termes, peut-être aussi, vous pouvez noter, c'est une distinction conceptuelle qui est classique, et dont traite Descartes également. On l'avait vu cette année avec M. Bandani, dans c'était dans les méditations. Oui, dans les méditations, oui. Pardon. Le discours de la méthode également, enfin, la quatrième partie. Bon, je ne sais pas si je vais tout vous expliquer. Bon. Sur le langage un petit peu, parce que ça fait partie de votre sujet. Le langage, vous le savez, n'est pas un objet spécifiquement sociologique. C'est un objet scientifique à la base, puisque c'est la linguistique qui en traite. Et Bourdieu dit d'ailleurs, il souligne la domination que la linguistique exerce encore aujourd'hui sur les sciences sociales. Vous savez, l'influence de Saussure sur les sciences sociales en général. Et Bourdieu a fait partie de ces chercheurs qui essayaient justement de replacer le langage dans un contexte social, sociologique, et de travailler sur l'économie du langage dans la société et les jeux de pouvoir qu'il implique, ce langage au sein de la société.
Bachelor aussi, c'est un nom que vous pouvez retenir, puisqu'il a contribué à cette rupture épistémologique dans les sciences sociales. Sur Saussure, rapidement peut-être, je ne sais pas si vous en avez réellement besoin, il a écrit, prononcé ce cours de linguistique générale. 1916, ça me paraît être une date très importante. Donc, pour votre bonne compréhension de l'évolution des sciences humaines, puisque la linguistique s'est imposée à ce moment-là comme la matrice des autres sciences humaines. Donc ça implique aussi une certaine vision des choses. Et le sujet de l'ENS, de ce point de vue, n'est pas si neutre. Par exemple, l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss ou la psychanalyse structurale de Lacan ou l'archéologie du savoir même de Foucault, dans une certaine mesure, sont tributaires de cette influence, cette marque première de la linguistique. Je vous renvoie au texte directement de ces personnes, de ces grands penseurs. Pas seulement une influence, mais je dirais vraiment une méthode et oui. Un changement de paradigme scientifique en fait. Il revendique non seulement. En fait, c'est vraiment le projet, c'est ce qu'explique très bien Francis Wolff encore dans son ouvrage auquel je vous renvoie toujours. Le projet d'étudier l'homme non plus comme un phénomène qui aurait son essence à lui et qu'on pourrait classer parmi les choses, mais un être à la fois anti-essentialiste, c'est-à-dire sans essence, et structural au sens où on peut le comprendre du coup comme un objet scientifique à partir de structures premières qui le configurent. Et là, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on s'ouvre à une pluralité de sciences possibles. On peut l'interpréter, le premier effectivement c'était Saussure en gros sur la linguistique, et tous se réclament de la méthode linguistique de Saussure urbaniste, en gros, mais s'ouvre aussi à la sociologie qui a été du coup, enfin, peut-être plus celle qui vient après Durkheim. Et il n'y a pas une science de l'homme, on ne pourrait pas dire la science humaine en fait. Et je trouve ça amusant qu'on dise les sciences humaines. C'est quelque chose auquel on réfléchit pas forcément parce qu'on est habitué à l'entendre, mais on dit les sciences humaines, on parle de la science, on dit les sciences humaines. Et cette pluralité-là est vraiment là pour nous rappeler aussi que de chaque héritage structural, du coup, enfin à partir de la linguistique qu'on a tirée, on en a déduit toute une pluralité de sciences en fonction des objets. On a voulu donner la dignité d'une science à plein d'objets proprement humains, la sociologie, la linguistique, et les élever au rang de science. Ce qui implique une pluralité d'objets et d'approches. Et à ce titre-là, sur Lévi-Strauss, vous pouvez, alors ce sera un grand nom de cette année, je pense. L'anthropologie structurale sera inévitable. Si on peut, si on a envie de passer un peu plus vite dessus, ce qui n'est pas une honte parce qu'on ne peut pas aimer, voilà. Il y a les structures élémentaires de la parenté. C'est un petit livre, en tout cas on peut se contenter, je pense, des 2 premiers chapitres qui définissent plus ou moins ces méthodes en fait, anthropologiques, en tant qu'anthropologue en fait, ethnologue, anthropologue, où il définit donc sa méthode de travail, et il s'intéresse particulièrement à la question de la prohibition de l'inceste. Il essaie de comprendre comment un phénomène peut être à la fois universellement partagé, c'est-à-dire que dans toutes les cultures humaines, l'inceste est prohibé. Alors il y a certaines cultures où c'est fait plus ou moins strict, il y a des cultures où on peut se marier entre cousins, mais à cause de ça, il prend l'exemple comme ça des Australiens, pourquoi les indigènes australiens qui se marient encore entre frères et sœurs, mais en tout cas, l'inceste, c'est-à-dire de parenté directe coucher avec sa mère, est universellement interdit. Et pourtant, il ne l'est pas chez les animaux. C'est-à-dire qu'il trouve, et surtout, et c'est là le point absolument fondamental pour Lévi-Strauss, c'est que c'est un phénomène qui est universellement partagé, et pourtant, à chaque fois décliné par chaque société, et par chaque ethnie, puisqu'il est anthropologue qui se penche sur chaque civilisation. Il constate qu'on a, du coup je te vole, je suis désolé, je suis pas plein de t'avancer, mais je fais un petit point sur... Je pourrais même venir. Non mais non, je suis ensuite. Un petit point sur l'anthropologie, en gros, je vais être trop long, c'est qu'il s'agit de constater des faits qui sont proprement humains et universellement partagés, parce que s'il s'agit seulement, mettons, de la consommation de grenouilles, ça c'est un truc des Français, est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique humaine sociologique? Oui, parce que c'est déterminé par des critères sociologiques. Mais il cherche
des choses, en fait, et c'est là qu'il énonce la règle, en gros, la grande règle anthropologique de Lévi-Strauss, c'est de constater à la fois l'universalité d'un fait et sa variabilité. Et c'est quand on a à la fois l'universalité et la variabilité qu'on a affaire à un fait anthropologique. Et pour lui, j'imagine qu'il a passé pas mal de temps à y réfléchir, donc je ne vais pas aller le contredire maintenant, la prohibition de l'inceste est le fait le plus du coup partagé universellement, et pourtant qui subit de différentes variations selon les cultures. Effectivement, on voit que maintenant dans la France occidentale, il est absolument impensable de se marier ou de coucher avec même un cousin éloigné, alors que dans certaines cultures ça se fait très bien, mais en tout cas il reste cette règle fondamentale de ne jamais coucher avec la mère. Et Lévi-Strauss y trouve le passage, en gros, puisqu'il faut raisonner, et ça va être aussi un objet très récurrent, l'opposition nature-culture, voir en quoi elle est pertinente, en quoi elle est limitée aussi, évidemment. Ce point de jonction semble pour Lévi-Strauss celui qui fait donc le jeu, en gros, entre nature et culture. De toute façon, c'est très bien, c'est très juste, et on va aller lire Lévi-Strauss parce qu'il est très clair, généralement. Il dit ça. Et Saussure, quant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 choses que vous devez savoir, je pense. Il dit d'abord que l'objet de la linguistique, c'est la langue. La langue définie par opposition à la parole. La langue comme langage conventionné et la parole comme langage individualisé. La deuxième chose qu'il définit, c'est une méthode ou une méthode qui annonce le structuralisme, puisque la langue, justement, est un système de signes, une structure, et c'est là qu'il définit l'arbitraire du signe. Vous savez, donc le phonème n'implique pas telle ou telle sémantique. Enfin, la troisième grand enseignement de Saussure dans ce cours de linguistique générale, peut-être, qui vous intéressera, c'est cette distinction entre diachronie et synchronie, entre une étude qui porterait sur la durée, la diachronie, et une étude qui porterait sur des faits ponctuels, la synchronie. Et pour lui, la linguistique doit adopter une démarche synchronique. Ne m'étends pas trop là-dessus parce que je serais bien incapable d'approfondir cela. Bourdieu reprend cette distinction entre langue et parole dont je vous ai parlé en premier, qu'il exprime sous le terme de linguistique interne et linguistique externe, mais c'est très complexe, donc je ne peux pas vous embrouiller. Quant à Noam Chomsky, qui est un autre des grands noms de la linguistique, il définit le concept de langage virtuel, par opposition au langage en acte, qui fait partie du langage virtuel qui énonce les règles de la compétence linguistique, par opposition au langage en acte qui énonce la performance, le langage dans sa performance. Pour Bourdieu, l'étude de la performance du langage est proprement une étude scientifique, observable dans la réalité, l'étude du langage dans sa performance. C'est justement ça qui fait l'intérêt sociologique de son étude du langage, puisque la parole, finalement, c'est là le langage en acte. Et c'est là que le langage peut être étudié sous son angle sociologique. C'est là la jonction, je dirais, le concept de parole est la jonction entre société et langage. Car le pouvoir de parler dans la société,
c'est ça ce qui intéresse Bourdieu le plus, ça ne se fonde pas sur la compétence à parler correctement grammaticalement, à suivre les règles du langage virtuel, comme l'appelle Chomsky, mais le pouvoir de parler repose sur des conditions externes, des conditions sociales, sur une parole en fait. Contrairement à Saussure, bien sûr, qui étudie le langage comme des signes dont il exclut toute extériorité, tout référent, finalement, il ne s'attarde pas sur le référent, il le nomme signifiant et référent, mais il ne s'attarde pas sur lui. Pour lui, le signe n'est qu'une réalité mentale. D'ailleurs, l'arbitraire du signe. Et si l'on suivait Saussure jusqu'au bout, on aurait l'illusion de ce que Bourdieu appelle le communisme linguistique, c'est-à-dire qu'on suppose que la structure de la langue est partagée par tous les membres d'une